Aujourd'hui, comme on le voit, l'histoire s'accélère et l'actualité de la Turquie qui prend la tête de tout un mouvement mondial de diabolisation de la France, il est à analyser dans un contexte de tentative d'intimidation, d'où mon livre La stratégie de l'intimidation, qui vise en fait à faire plier le mécréant, non seulement le zimmi en terre d'islam, mais ce qui est nouveau avec cette tentative d'intimidation pour produire une dimitude, c'est que maintenant ça s'effectue en dehors des terres de l'islam, ce qui est nouveau par rapport à l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée, c'est de intimider les non-musulmans, y compris au cœur de l'Europe, et en utilisant toutes sortes de prétextes. Alors, intimider par les coupeurs de langue, c'est la culpabilisation, c'est les procès, c'est les harcèlements juridiques, c'est le djihad juridique, le djihad by courts, c'est tous ces processus autour du CCIF, mais pas que, c'est aussi la Ligue islamique mondiale, c'est l'ISESCO, c'est même El-Azhar, la grande université soi-disant modérée d'Égypte que M. El-Sisi voulait réformer. On en est très loin. Récemment, elle a dit que le meilleur moyen finalement d'avoir la paix et de ne pas avoir de problème de djihadisme, comme celui du professeur qui a été décapité en France récemment, mais finalement, c'est de ne pas caricaturer. Alors moi, je ne suis pas un caricaturiste. Personnellement, je n'aime pas les caricatures. Ce n'est pas mon style, ce n'est pas ma méthode. Moi, je préfère critiquer l'islamisme de manière rationnelle avec l'analyse des textes et des faits. Mais ceci dit, ceux qui croient et même, par exemple, mes étudiants me disaient tout à l'heure que finalement, si on arrêtait de diffuser des caricatures, on n'aurait pas de problème. C'est très mal connaître le processus. Ce processus d'intimidation trouvera toujours un prétexte. Aujourd'hui, c'est les blasphémateurs. Demain, ce seront ceux qui critiquent l'islam tout court. Et si on cède là-dessus, eh bien, après-demain, ce seront tous ceux qui ne sont pas musulmans qui commenceront à être de plus en plus menacés dans des lieux où il y a une majorité, dans des quartiers où il y a une majorité de musulmans. Donc c'est un processus qui, à mon avis, n'est pas bête, qui n'est pas stupide. On m'entend bien, Alexandre? Oui, on m'entend bien, oui. C'est un processus qui est pensé stratégiquement. C'est un processus d'intimidation des coupeurs de langue qui veulent nous faire taire. Et le génie de ces coupeurs de langue, c'est qu'à chaque occasion d'interpeller les textes de l'islam qui justifient la violence, et c'est ça que j'appelle le génie de l'islamisme, eh bien les coupeurs de langue, plutôt que d'être eux-mêmes intimidés, culpabilisés, battre leur coulpe, interpeller les textes sacrés de l'islam qui permettent la violence islamiste, eh bien au contraire, ces coupeurs de langue redoublent d'offensives. Alors, entre parenthèses, on remarquera une absence d'empathie qui est assez extraordinaire des phénomènes et caractéristique des phénomènes totalitaires. Eh bien, ces coupeurs de langue, plutôt que d'être gênés, eh bien, exigent encore plus de faire taire les mécréants en disant que finalement, premièrement, il n'y aurait pas eu cette violence si les mécréants n'avaient pas offensé, humilié les musulmans et offensé les musulmans et insulté l'islam. Et deuxièmement, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas calmer les coupeurs de tête si on continue à provoquer. Donc finalement, ils font d'une pierre deux coups et ils nous disent bien sûr que cette médiatisation des actes qui bien sûr n'ont rien à voir avec l'islam, eh bien si on en parle, en plus, on est islamophobe et on redouble d'offensives envers les musulmans. Donc l'idée des coupeurs de langue, c'est de profiter de chaque attentat non pas pour remettre en question les textes qui justifient la violence islamiste qui elle-même a motivé les djihadistes, mais au contraire, redoubler d'islamiquement correct pour ne pas que les djihadistes s'énervent, que les islamistes deviennent djihadistes et que les musulmans ne deviennent pas islamistes. Donc c'est extraordinaire, c'est un renversement des rôles assez extraordinaire. Alors, secondo, après cette stratégie que l'on observe chaque jour en Occident et dans les pays musulmans aussi, où le blasphème est l'une des premières causes de persécution des musulmans modérés, revenons au cas d'Erdogan et des frères musulmans et des pays musulmans en général. Et on observe aujourd'hui une accélération de l'histoire, car on voit l'action d'un pays membre de l'OTAN qui aujourd'hui ne cache presque plus ses liens avec les organisations islamistes et djihadistes et des mercenaires djihadistes qui
vont s'en prendre à des chrétiens. Alors, premier pays chrétien qui est visé aujourd'hui parmi les pays européens, Chypre, on n'en parle pas beaucoup. Chypre, moi, mes amis chypriotes relatent chaque jour des destructions d'églises, relatent chaque jour des envois de Turquie de militants et de colons et de familles et de colons de peuplement qui viennent d'Anatolie et qui sont très islamisés et qui ont vraiment été emmenés ici dans une logique de remplacement des populations pour islamiser le plus possible Chypre pour qu'un jour les chrétientés grecques de la République de Chypre, membre officiel de l'Union européenne, soient submergées par les phénomènes migratoires poussés par la Turquie qui veut absolument changer les rapports démographiques à Chypre, en plus, bien entendu, des agressions et des meurtres et de la purification ethnique et religieuse des chrétiens dans le nord de Chypre à partir de 1974, eh bien, cette progression d'un pays turco-islamiste au détriment d'un pays chrétien se poursuit sous nos yeux à Chypre dans l'indifférence générale, puisque pas mal de résolutions de l'ONU condamnent la colonisation de peuplements islamiques turcs du nord de Chypre, qui violent l'intégrité de la République de Chypre, seule représentante de toute l'île. Mais cette colonisation de peuplements turco-islamiques qui poursuit l'invasion de 1974, elle-même totalement illégale et condamnée par les Nations Unies, eh bien, se poursuit avec l'aval des pays européens qui pratiquent la zimmitude et la politique d'apaisement en demandant depuis des années finalement au bourreau de s'entendre avec la victime et la victime de s'entendre avec le bourreau. C'était la résolution, c'était le fameux plan Annan de 2004 où on demandait aux Grecs finalement d'arrêter d'ennuyer tout le monde et d'accepter qu'il y ait un bout de leur pays définitivement envahi et peuplé par des Turcs. Et jusqu'à aujourd'hui, l'idée de l'Union européenne, c'est de ne pas trop bouger pour ces chrétiens de Chypre du Sud qui finalement sont des empêcheurs de tourner en rond. Deuxième pays agressé par la Turquie et qui est un pays chrétien, la Grèce, la Grèce qui n'est pas la République de Chypre, même si les deux sont grecs. La Grèce aujourd'hui est menacée directement. Erdogan menace la Grèce dans ses îles qui sont revendiquées par la Turquie, qui elle-même de plus en plus ouvertement dénonce le traité de Lausanne de 1923 qui fixait les frontières officielles. Et la Turquie, moi j'ai vu des rapports sur le Parlement turc, il y a des débats en Turquie aujourd'hui où presque tout le monde est d'accord, les kémalistes, les nationalistes ultra des Lougris, du MHP et le parti d'Erdogan, et chacun accuse l'autre de ne pas être assez anti-grec et les partis respectifs d'avoir été toujours trop gentils avec les Grecs, de ne pas avoir pris des îles, d'avoir accepté des frontières inéquitables, etc. Donc Erdogan revendique les îles grecques, une partie du territoire grec, et il menace régulièrement la Grèce d'une guerre qui serait définitive si les Grecs finissent pas par négocier. Et Erdogan utilise aussi les communautés musulmanes de Grèce, soi-disant turcs, mais en fait c'est plutôt des anciens Grecs islamisés, en les faisant passer pour des Turcs musulmans victimes de l'intolérance grecque, alors que c'est le comble. On sait que tous les Grecs ont été renvoyés de Turquie, alors que la Grèce avait elle-même préféré garder ces communautés musulmanes et ne pas les expulser en Turquie. Mais la Turquie accuse la Grèce de persécuter les musulmans et un petit peu comme Hitler, toujours cette idée d'aider des victimes nos citoyens persécutés un peu partout. Et l'idée, c'est que la Turquie est le défenseur des minorités turques et musulmanes persécutées à Chypre, bien sûr, c'est bien connu, en Grèce, c'est bien connu, bien entendu aussi en Syrie. En Syrie, quand la Turquie a éliminé des Kurdes, dans les 2 dernières opérations militaires dans le nord de la Syrie, on a oublié de rappeler que des Arméniens ont été tués, des Assyro-Chaldéens chrétiens ont été tués dans le lot, parce que la Turquie, d'ailleurs, accuse systématiquement les chrétiens du nord de la Syrie d'être les complices des Kurdes, de même que la Turquie accuse systématiquement les Arméniens d'être derrière les Kurdes et les Kurdes derrière les Arméniens. Toujours cette théorie du complot, le chrétien arménien et grec est toujours associé aux ennemis les plus dangereux de la Turquie, notamment les Kurdes. Et il y a toujours ce complot arméno-assyro-chaldéen kurde
qui complotent contre la Sainte Turquie. Et au titre de cette paranoïa généralisée, eh bien, la Turquie développe un sentiment de plus en plus menaçant envers les chrétiens. En Turquie, moi j'y suis allé pendant 20 ans, plusieurs fois par an, j'ai observé depuis qu'Erdogan est président ou Premier ministre ou président, j'ai observé une radicalisation de l'opinion publique turque qui n'était pas déjà très tendre avec les Grecs et avec les Arméniens, mais c'est bien pire qu'il y a 15 ans. Il y a une accélération de l'histoire et on peut dire que M. Erdogan agit un peu comme Hitler, avec une propagande foncièrement pan, hein, il y avait le pan-germanisme, là c'est le pan-turquisme et le pan-islamisme ensemble, et à prendre systématiquement le kurde, l'arménien, le chrétien, le croisé comme bouc émissaire. La réislamisation de Sainte-Sophie rentre dans la symbolique de cette même stratégie, et bien entendu Erdogan est derrière la plupart des mouvements islamistes, je vais conclure bientôt, hein, qui aujourd'hui ont un projet de solution finale des chrétientés du Moyen-Orient, parce qu'en Afrique du Nord, il n'y en a plus depuis longtemps. On l'oublie que le rite malikite en Afrique du Nord a éliminé les chrétientés déjà depuis le XIVe siècle de manière définitive. Les seuls chrétiens en Afrique du Nord sont des convertis récents, mais les chrétientés ancestrales qui ont réussi à traverser les siècles et qui ont toujours été là avant l'islam, eh bien aujourd'hui, Erdogan fait partie de ceux qui aimeraient en finir avec cette anomalie, et le soutien de la Turquie à la fois aux frères musulmans un peu partout, mais aussi aux djihadistes qui sont envoyés dans le Haut-Karabakh trucider des Arméniens, ça fait partie de cette véritable stratégie néo-califale. Erdogan est le néo-calife qui veut fanatiser le monde islamique et qui n'a pas raté une seule occasion. La dernière était celle des caricatures françaises. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Europe vieillissante est de plus en plus lâche. À mon avis, la Grèce, Chypre et l'Europe en général a du souci à se faire. La Turquie va de plus en plus dans l'avenir être ce qu'elle a été pendant 5 siècles, le grand empire islamique qui persécute les chrétiens, qui les agresse, qui a même une solution finale des chrétiens. N'oublions jamais que de même que la solution finale des Juifs a été portée par Hitler, avec à la suite de décennies et de siècles de fanatisation des consciences, eh bien aujourd'hui, la solution finale des chrétiens va être poursuivie par la Turquie. Je conclurai sur des faits divers mais importants. À Malatya, des chrétiens ont été tués ces dernières années en assez grand nombre, hein, plusieurs dizaines, notamment le fameux massacre dans les années 2000, je crois 2010, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Mais aussi, n'oublions pas, le plus grand prélat de l'Église catholique au Moyen-Orient, le Monseigneur Padovese a été tué 2 balles dans la tête, et aussi un prêtre catholique de Trésibonde, très important. Lui, c'était Santoro, Padre Santoro, ont été tués, et c'est passé comme une lettre à la poste. Mon ami Randink, qui était un Arménien protestant qui travaillait dans le journal Agos, a reçu lui aussi 2 balles dans la tête. Donc il est assez courant que des chrétiens soient agressés en Turquie. Bien sûr, beaucoup continuent à immigrer. Les Assyro-Chaldéens dans l'est de la Turquie sont régulièrement agressés, on leur pique leurs fermes, leur territoire. Les tribunaux turcs, d'ailleurs, donnent souvent raison aux bourreaux. Il y a une spoliation générale des chrétiens de ce qui reste d'Assyro-Chaldéens et d'Arméniens en Anatolie. Mais régulièrement, depuis les années 2006-2007, on a tué des prêtres, des prélats, notamment catholiques, y compris occidentaux, et on n'en parle absolument pas. Et Erdogan, finalement, sa stratégie est intelligente pour faire oublier la christianophobie de la Turquie, du Pakistan, qui s'est solidarisé d'Erdogan ces derniers jours, pour faire oublier la christianophobie active, meurtrière, qui court dans la plupart des pays musulmans. Eh bien, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ces pays musulmans, qui sont à la tête de la christianophobie nouvelle, attaquent l'Europe d'islamophobie. C'est de bonne guerre, si j'ose dire, de leur point de vue. C'est une stratégie classique d'inversion des rôles, et l'Europe doit absolument prendre conscience que ça commencera en Grèce. Moi, je pense que la Turquie attaquera la Grèce très bientôt. Si la Grèce ose se défendre face à une énième violation de son territoire maritime ou aérien. Je pense que Chypre
aussi est très en danger. Récemment, M. Erdogan a fait échouer un chypriote turc modéré dans le nord, Akinci, pour le remplacer par quelqu'un de très radical. Et là, c'est un signe. Ça prouve que la Turquie était contre une pacification à Chypre et qu'elle a intérêt à un conflit entre le nord et le sud. Ce serait un bon prétexte pour Erdogan pour s'emparer du gaz de Chypre, y compris au sud, et s'emparer aussi, bien sûr, du gaz de la Grèce. Le prétexte, ce serait une guerre avec la Turquie. Que la Grèce perdrait et comme toute guerre, eh bien, à la fin de la guerre, on se serre et on prend les territoires qui nous arrangent. Donc voilà, je pense que l'Europe est au bord d'une guerre avec un de ses membres et elle doit réagir au plus vite de manière solidaire et ce n'est pas ce qui se passe. Le seul pays qui a défendu les Grecs et les Chypriotes agressés récemment par Erdogan, ça a été la France. Pour une fois, la France était plutôt pas mal, Macron a été assez courageux. Tous les autres pays européens se sont lavé les mains et ont laissé les Grecs et les Chypre menacés par le Grand Turc.